Merci, mesdames et messieurs. Alors, je vais vous faire un exposé en 3 parties. Une première partie qui va vous donner le contexte général dans lequel la réglementation a été édictée. Ensuite, on va rentrer dans la réglementation. Quelles sont les protections qui sont assurées à nos sources d'eau potable, à nos résidences, à nos territoires municipaux. Et il y aura une troisième partie qui débattra de questions comme les comités de suivi, les redevances, l'acceptabilité sociale, donc des données, des enjeux qui sont très actuels. Bon, le contexte, vous le connaissez, je vais simplement vous le rappeler très brièvement. En fait, c'est un drame qui s'est joué jusqu'à maintenant en 2 actes. Le premier acte, c'est l'octroi des claims. Alors, au tournant des années 2000, le sous-sol du Québec va être concédé à un certain nombre de compagnies qui sont issues en quelque sorte de cadres d'Hydro-Québec Énergie et Gaz et qui vont former les petites compagnies québécoises qu'on connaît bien, là, Petrolia, Junex, Gastem et compagnie. Et le résultat de cette concession de notre sous-sol, c'est que ces compagnies-là vont très rapidement envahir de façon sauvage les territoires, souvent sans aucune consultation avec les élus locaux. Et évidemment, ce que ça va donner comme résultat, bien, les citoyens, les élus vont réagir et il y aura à ce moment-là l'élaboration de ce qu'on a appelé le règlement dit de Saint-Bonaventure, du nom de la première municipalité qui l'avait adopté, règlement qui imposait en quelque sorte des distances séparatrices entre les éventuelles installations des sociétés gazières et pétrolières et nos sources d'eau potable, qui, je le rappelle, dans plusieurs petites municipalités québécoises, c'est essentiellement les puits artésiens ou de surface des citoyens et des citoyennes. Alors, évidemment, ça va nous emmener à des conflits, le conflit de Restigouche, dont M. Boulay vous parlera prochainement, le conflit de Gaspé, et finalement, deuxième acte, là, le gouvernement va intervenir en réponse à l'adoption du règlement par à peu près 75 municipalités, et il va adopter en mois d'août 2014 le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, qui vont donner des distances séparatrices beaucoup plus faibles entre nos sources d'eau potable et les éventuelles installations. Alors, on passe là de 2 km, qui était la norme qui avait été élaborée dans le règlement de Saint-Bonaventure, et cette norme-là provenait d'études scientifiques basées sur l'expérience de Pennsylvanie, où on avait trouvé que dans les puits d'eau potable qui étaient situés à 1,2, 1,4 km des installations gazières et pétrolières, on retrouvait des contaminants dans les puits, des taux de méthane qui étaient très élevés et avec des situations absolument abracadabrantes. Qui a visité un peu la Pennsylvanie à cette époque-là, voyait par exemple que le long des églises, il fallait poser des évents, parce qu'il y avait tellement de méthane qui émergeait des puits que si on avait allumé un lampion, l'église aurait explosé. On disait aux gens, quand vous prenez votre douche, ouvrez les fenêtres, parce qu'il y a trop de méthane dans l'eau. Et on voyait autour des maisons, partout, des réservoirs d'eau potable et les compagnies qui venaient fournir de l'eau potable, parce qu'autrement, il allait être poursuivi. Alors, ce règlement-là était basé sur une connaissance scientifique. Et là, on se retrouvait avec un règlement qui nous disait que non, à 500 mètres, c'est amplement suffisant. Alors, évidemment, comment les municipalités ont-elles réagi? Bien, il y avait une disposition dans la loi qui permettait de réclamer une dérogation, puisque quand le gouvernement intervenait avec un règlement qui avait le même objet qu'un règlement municipal, le règlement provincial prévalait, sous réserve, effectivement, que le ministre accorde son autorisation à la municipalité pour qu'elle puisse déroger. Alors, c'est donc autour de cette bataille-là ça constitue en quelque sorte le premier acte. Le deuxième acte, c'est qu'on est allé plus loin. Là, on a voulu donner un cadre juridique
à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures. Et c'est la loi sur les hydrocarbures qui a été camouflée dans une loi plus générale qui visait la transition énergétique mais qui, dans les faits, ouvrait à toute fin pratique l'ensemble du territoire québécois à l'exploitation des hydrocarbures, à la fracturation, à la stimulation chimique des puits, à la complétion, toutes les opérations possibles dans l'exploitation non conventionnelle des hydrocarbures. Et là, évidemment, les municipalités ont réagi. Alors, évidemment, on a fait une demande de dérogation. Il y a 300 municipalités qui avaient fait une demande de dérogation. Le ministère a réagi en disant « Oui, c'est bien beau votre demande, mais on voudrait voir le règlement. » Alors, avec un collectif juridique, avec le collectif scientifique, on a élaboré un règlement qui a été adopté par 330 municipalités. Mais malheureusement, le gouvernement ne répondait pas, n'avançait rien. Alors, en désespoir de cause, au mois de mars 2018, les municipalités se sont réunies, des 125 représentants élus des municipalités se sont réunis à Drummondville, et on dit, bien, puisque c'est comme ça, puisque le gouvernement est complètement sourd à nos demandes, on va s'adresser aux tribunaux. Et là, c'est par une résolution votée à l'unanimité que les 125 municipalités étaient prêtes à engager le combat judiciaire. Mais là, il y avait un événement dans la conjoncture qui s'appelle les élections. Et en conséquence, au mois de septembre 2018, là, le gouvernement va nous mettre sous la main, va promulguer des décrets qui mettent en vigueur 3 règlements d'application de la loi sur les hydrocarbures et qui, effectivement, vont restreindre de façon importante la possibilité pour les sociétés gazières et pétrolières d'exercer des forages, mais elles vont, en conséquence, là, on va voir exactement ce qu'il en est de cette réglementation-là. Alors voilà la première partie. La deuxième partie. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme réglementation? Qu'est-ce qui protège véritablement? Bien, il y a 3 règlements. Il y a un règlement en matière terrestre, lorsqu'on fait des forages en matière terrestre. Il y a un règlement en matière hydrique, quand on veut forer dans les cours d'eau. Et il y a un règlement sur les pipelines, parce que si on se lance dans l'exploitation des hydrocarbures, bien évidemment, il va falloir relier entre eux les puits, ça devient une espèce de spaghetti, et là, il faut construire des pipelines avec les inconvénients que ça impose, parce qu'on ne peut pas passer par-dessus les pipelines avec des machineries agricoles. Donc, si vous allez en Pennsylvanie, vous allez voir un décor presque lunaire où les terres sont de plus en plus laissées à l'abandon, parce qu'effectivement, c'est très compliqué d'aller cultiver ces terres-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le premier règlement en matière terrestre? Bien, il y a d'abord une protection générale qui est accordée aux municipalités, parce que l'UNQ, la FQM, les organisations municipales protestaient de voir qu'on pouvait forer comme ça à 500 mètres du centre-ville des villages. Alors donc, et le gouvernement avait avancé que oui, bon, on va vous permettre d'exclure le centre de vos villages, vous aurez 18 mois pour le faire, mais finalement, les règlements ont abandonné cette approche-là, et à toute fin pratique, les forages à l'intérieur du périmètre urbain et dans les premiers millimètres du périurbain, tel que défini dans le schéma d'aménagement de la MRC, il ne peut pas y avoir de forage. Premier, donc, bonne garantie qu'on obtient pour le cœur de nos villages. Deuxième garantie, la fracturation dans le shale, dans le schiste, est interdite. Alors, c'est un drôle de choix parce que, comme mon collègue Durand vous l'a montré, le shale d'Utica, c'est entre Montréal et Québec, quelque part. Donc, ça veut dire concrètement que le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie étaient, à toute fin pratique, abandonnés, sacrifiés, donnés en cadeau aux sociétés gazières et pétrolières. Et après ça, il y a aussi un autre élément qui est important, c'est que la fracturation dans les cours d'eau est interdite. Bien évidemment, la fracturation dans les cours d'eau n'est possible que dans les cours d'eau qui sillonneraient où il y a du shale, parce que la fracturation, c'est avec le shale que c'est associable. Donc, à partir de là, il n'y a pas de protection à l'extérieur
de cet élément-là. Donc, dans les territoires où il y a des interdictions, des limitations, là, la situation est assez claire. À l'extérieur de ces territoires-là, quelles sont les règles? Bien, là, dépendant des activités que vous voulez mener, est-ce que c'est un forage? Est-ce que c'est ce qu'on appelle un sondage stratigraphique, à toute fin pratique, un trou de mine pour faire du carottage? Est-ce que c'est de la complétion? Vous savez, toutes les étapes qui sont généralement associées avec les forages. Mais là, on va établir des distances séparatrices. Alors, il y en a, je ne vous les nommerai pas toutes, là, parce qu'il y en a plusieurs. Les plus importantes, je pense à retenir, les cimetières, 100 mètres, les résidences, 300 mètres. Alors, les vivants ont droit à 200 mètres de plus que les morts comme protection. Vous jugerez ce qu'il y en est, effectivement. Là, pour le reste, ben là, nos institutions de santé, de services sociaux, les hôpitaux, les garderies, les CLSC, etc., 550 mètres de protection. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose. À quoi servent des distances séparatrices quand toute la législation, la réglementation est basée sur le collet, sur le puits lui-même? Et on sait que maintenant, les compagnies, ce qu'elles font, c'est des forages horizontaux. On creuse d'abord verticalement, puis ensuite on s'étend 1,2, 1,5, à peu près jusqu'à 2 km. Dans certains États, on est allé jusqu'à 8 km. Donc, il faut voir que les distances séparatrices qui sont accordées sont d'une protection, somme toute, relative. C'est également très relatif, 5 minutes, parce qu'effectivement, c'est un règlement. Donc, ça veut dire que la loi, elle, ouvre tout le territoire. Le règlement la referme, mais un règlement, ça se change par une décision du Conseil des ministres. Donc, il y a tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte. En matière hydrique, la fracturation est interdite dans les cours d'eau, si le cours d'eau est situé à l'intérieur du périmètre municipal, évidemment. Et là, ce n'est pas juste la fracturation, c'est les forages, la complétion, tous les procédés, ça, c'est interdit. À l'extérieur, dans les cours d'eau eux-mêmes, là, effectivement, il y a une interdiction de fracturation et dans un périmètre de 1000 mètres le long des cours d'eau. Mais avec la nuance que le ministre peut, si on lui en fait la démonstration, réduire cette distance-là en fonction de la preuve qui lui aurait été présentée. Alors, j'arrête là-dessus sur les distances séparatrices pour parler plus des derniers éléments. Est-ce qu'on va faire de l'argent avec ça? Est-ce que les redevances que le gouvernement va toucher, est-ce que ça va nous enrichir? Et est-ce que les municipalités pourraient en toucher une part et donc utiliser les redevances comme source de financement? Bien, rappelons que d'abord en période d'essai, puis GAL, ça fait 3 ans qu'ils sont en période d'essai, il n'y a aucune redevance à verser. Deuxième élément à savoir, c'est que, oui, il y a des redevances qui vont varier de 5 à 12,5 dépendant du volume qui va être touché. Alors, c'est des redevances qui sont très, très faibles parce qu'effectivement, si vous comparez, par exemple, avec la Norvège, les redevances, c'est 40 Alors, donc, c'est vraiment une façon d'inciter, d'encourager les compagnies. Dernier élément, la redevance est payable sur la valeur au puits. Qu'est-ce que c'est la valeur au puits? C'est le prix de l'essence, moins transport, raffinage, mesurage et nettoyage de cas échéants. Alors, imaginez-vous, là, si on part de la Gaspésie, on transporte ça par camion, parce qu'il n'y aura pas suffisamment de pétrole pour construire des pipelines. Le prix que ça va coûter pour emmener ça à Saint-Romuald ou à Montréal, ce qui va rester, c'est zéro, ou à peu près zéro. Donc, concrètement, il ne faut pas se fier là-dessus pour avoir des gains et encore moins financer les municipalités. D'autres éléments, là, vous avez reçu les municipalités, les compagnies avaient l'obligation, en vertu de l'article 269, de vous aviser de leur projet et la loi prévoit que lorsqu'on est propriétaire de CLIN, qu'on a obtenu une licence de recherche d'hydrocarbures, il faut mettre sur pied un comité de suivi dans les 30 jours de l'octroi de la licence. Bon, compte tenu qu'il y avait déjà des licences octroyées en vertu de la loi sur les mines,
les comités de suivi devaient être mis sur pied immédiatement. Mais les comités de suivi, l'expérience dont je peux vous parler en terminant, c'est celle de Gaspé, c'est celle d'Anticosti. Et dans les deux cas, ça a été un fiasco. Anticosti, d'abord, on avait mis dans le comité de suivi des contractants avec la compagnie, des gens qui vendaient des biens et des services à la compagnie. Alors là, évidemment, c'est une personne qui suivait davantage ses intérêts que le suivi d'un projet. Ensuite, quand il est arrivé les incidents, il y avait un citoyen qui avait abîmé des installations de la compagnie parce qu'il s'était rendu compte que, contrairement à ce qui avait été annoncé, la compagnie avait foré un puits pour avoir de l'eau potable, et ce qui mettait en cause des aquifères qui sont très compliqués sur l'île d'Anticosti. Bien là, la compagnie a dit, bien, on en avait parlé au comité de suivi, puis le comité de suivi était d'accord. La réalité, c'est que le comité de suivi n'en avait jamais entendu parler, et qu'en conséquence, on a eu plein de démissions qui ont suivi de ça, parce que les gens ont dit, bon, on se fait manipuler complètement. À Gaspé, le comité de citoyens ne voulait pas participer, la municipalité est allée. Le conseil régional en environnement de Gaspésie-les-Îles s'est retiré avec fracas, considérant qu'il n'y avait rien qui avançait. Et récemment, c'est la Chambre de commerce qui s'est retirée. Alors, quand j'entends maintenant qu'on offre 1 000 $ pour siéger à 2 reprises en 2 ans sur un comité de suivi, là, je me dis que ça ressemble plus à un pot de vin qu'à un comité de suivi. La loi prévoit que les municipalités ont droit à un représentant comme le milieu agricole, comme le milieu des affaires et comme les citoyens. Moi, ça, c'est le minimum. Alors, si on veut faire des forages dans votre région, pourquoi vous enverriez une seule personne à être seule dans un coin pour essayer de... Pourquoi vous ne dites pas, comme municipalité, si jamais on vous oblige à le faire, bien, nous, on veut y aller à 5, on veut y aller à 7. C'est tous les maires qui sont concernés par ces forages-là, parce que les impacts, c'est toute la communauté qui va les avoir, parce que quand ils vont être partis, une fois que le puits est fermé, que l'inspecteur est passé, 6 mois plus tard, ça tombe dans le domaine public. Et imaginez-vous, là, quand les puits vont tous commencer à fuir, qui les citoyens vont-ils aller voir? C'est les élus municipaux. C'est vous qui allez être pris avec ces problèmes-là. En matière municipale, toujours la même affaire. Hein? L'argent est au fédéral, les compétences sont au provincial, puis les problèmes sont des municipalités. Alors, je pense qu'il y a une réflexion à faire sur qu'est-ce que c'est que l'acceptabilité sociale, parce que dans le fond, l'acceptabilité sociale, c'est sur le plan juridique un concept ouvert. Un concept où effectivement, c'est ouvert à l'interprétation contradictoire des acteurs sociaux. Il n'y aura jamais de définition réelle de l'acceptabilité sociale. C'est un peu comme le concept d'intérêt public que vous retrouvez dans 153 au Québec, qui n'est jamais défini nulle part. Alors, face à ça, comment on peut juger s'il y a une acceptabilité sociale? Il y a déjà des municipalités chez vous qui commencent à prendre position là-dessus. C'est clair que c'est un élément important de l'acceptabilité sociale. Alors, le gouvernement actuel nous dit qu'il n'y aura pas de forage dans les endroits densément peuplés et dans les endroits où il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Alors, c'est à vous, en quelque sorte, les élus municipaux, la population, de définir ce que vous voulez comme avenir, et je pense que s'engager dans les hydrocarbures, c'est pour le moins très risqué. Merci.